Bonjour et bienvenue au podcast d'Algeria Watch. Sommes-nous à la veille d'une grande déflagration? L'agression américano-sioniste contre la République islamique d'Iran a allumé un incendie dans toute la région et les conséquences de cette guerre restent encore inconnues. Nous allons discuter aujourd'hui de cette situation avec Omar Bandera pour essayer de comprendre les enjeux. Alors, bonjour Omar, bienvenue encore une fois et merci d'être là. Merci Rafik, bonjour. Bonjour à tous nos amis d'Algeria Watch. Alors, nous allons commencer, si tu veux bien. Nous entamons la quatrième semaine de l'agression américano-sioniste contre l'Iran, qui ne semble pas aller dans le sens des vœux du duo Trump-Netanyahou. Comment peut-on décrire cette situation à ce moment précis? Effectivement, tu l'as bien résumé. Je pense qu'il y a eu, de la part de cette Ligue impérialo-sioniste, le sentiment que c'était une guerre facile, qu'en appliquant leur stratégie habituelle de shock and awe, comme ils l'ont fait, choc et admiration et choc et stupéfaction, comme ils l'ont fait un peu partout et notamment en Irak, ils pensaient que les défenses iraniennes allaient s'effondrer au bout de quelques très très violents bombardements. Ça n'a pas été le cas et ils sont en train de réviser douloureusement leur stratégie, leur approche de cette guerre. Nous sommes dans une situation un peu particulière où l'élément de surprise, c'est, un, la résistance acharnée de l'Iran, très efficace, très méthodique, systématique, et qui ne se dément pas, et aussi le réveil des forces alliées de la République islamique qu'on croyait définitivement muselées, comme le Hezbollah et comme la résistance islamique en Irak. Donc il y a une équation qui n'est plus présentée aussi favorablement qu'au début, il y a 3 ou 4 semaines de cette guerre. La situation aujourd'hui est extrêmement grave puisque le conflit est en train de s'élargir. Les menaces américaines de bombarder les raffineries et les centrales thermiques iraniennes ont immédiatement été reprises par les Iraniens qui, eux, ont menacé de démolir toutes les installations de ce type leur environnement du Golfe, plus les unités de dessalement d'eau de mer, ce qui est une initiative tout à fait inquiétante. Donc il y a aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de no man's land guerrier où les Américains et les sionistes n'ont pas gagné la guerre, mais où les Iraniens sont en train d'infliger des pertes extrêmement sérieuses à leurs adversaires. Alors, deuxième et dernier élément, les déclarations tonitruantes des dirigeants sionistes et des Américains prétendant qu'ils avaient détruit je ne sais plus combien de pourcentage énorme de lanceurs d'engins ou avaient anéanti la défense antiaérienne iranienne sont démentis par les faits. Les Iraniens continuent d'envoyer des missiles très régulièrement et sur un rythme qui est le leur, sur toutes les positions qu'ils visent. Et la défense antiaérienne iranienne, soi-disant démantelée, elle abat aujourd'hui des F-35, ce que personne n'avait fait avant eux. Donc il y a une sorte d'équilibre dans la guerre qui est en train de s'installer et on verra bien qui finira par avoir le dernier mot. Il y a deux aspects que j'aimerais évoquer avec toi, Omar, Hmm. qui me semblent importants dans cette situation. C'est d'abord la quasi-mort clinique de l'ONU sur cette guerre. Il n'y a pratiquement aucune déclaration digne de ce nom. Et puis aussi le rôle des Russes et des Chinois. Oui, alors là, si tu veux, l'ONU, c'est un peu
le constat que l'on fait depuis au moins l'affaire du Venezuela, l'ONU est dans un état de sidération, pour ne pas dire dans un état de coma, face à la négation du droit international ostensiblement affichée par Trump et son équipe. Il y a un sentiment d'incompréhension et d'incapacité en même temps de la part de cette organisation internationale qui n'a plus, en quelque sorte, la réserve morale et la réserve et la légitimité juridique pour s'exprimer. Ils sont là dans un état de stupeur. Ils ne peuvent pas condamner, ils n'ont pas pu condamner le génocide à Gaza. Ils n'ont pas pu condamner la guerre au Venezuela et la manière dont les impérialistes américains se sont emparés en fait du pouvoir à Caracas. Donc l'ONU aujourd'hui, c'est une sorte de coquille vide ou en tous les cas de reliquat d'un ordre international déjà dépassé. S'agissant des pays qui constituent l'Assemblée générale, qui sont normalement l'essentiel de la communauté internationale au sens plein du terme, je pense qu'une bonne partie de ces pays sont terrifiés par l'extrême violence dont fait preuve cette administration trumpienne. Les gens ont très très peur de réactions brutales, de la violence et du chantage que Trump et ses acolytes n'hésitent pas à utiliser dans leurs rapports internationaux. Tu as bien vu cette histoire de tarifs qu'il a imposé de manière unilatérale. Tu as bien vu ce soutien grossier à un génocide implacable, qui continue d'ailleurs. On a bien vu cette mascarade grotesque de cette association pour la paix qu'il a constituée avec des vassaux et des pays soumis. Donc, je crois qu'il y a une sorte de stupeur. Et cette stupeur, elle est d'autant plus forte que Trump n'a ni ami, ni allié, ni ennemi, ni adversaire. Pour lui, il n'y a que c'est un négociateur de spéculateurs immobiliers. Pour lui, il n'y a que des négociations où le rapport de force brut l'emporte sur toute autre considération. Même ses alliés les plus proches, les Européens, sont aujourd'hui dans une position d'hébétude. Enfin, ils ne savent plus du tout à quel sein se vouer face à un homme qui dit une chose et son contraire, à un homme qui les insulte, puis vient leur demander leur aide. Donc, il y a une sorte de tourbillon de folie imposé par cette administration qui, effectivement, a pour effet de tétaniser, réellement stupéfier, de tétaniser une grande partie des acteurs internationaux. S'agissant de la Chine et de la Russie, je pense que ces gens-là ont parfaitement pris la mesure de ce qu'est Trump. Ils savent parfaitement à qui ils ont affaire et leur préoccupation centrale, c'est d'essayer de continuer à imposer leur présence en tant que partenaire inévitable en évitant d'élargir le champ de la confrontation. Toute la question que pose Trump aux Chinois et aux Russes, c'est comment canaliser la violence impérialiste agonisante. Parce qu'on voit bien, effectivement, que les États-Unis aujourd'hui et leurs vassaux occidentaux, n'ont plus que la force brute pour exister sur le plan mondial et pour maintenir leur hégémonie. Comment faire pour contenir ce potentiel de destruction que représente aujourd'hui l'Occident dirigé par les États-Unis? C'est ça la question des Chinois et des Russes. Comment faire tout en maintenant une position de principe sur Taïwan, par exemple, et sur la maîtrise de la mer de Chine méridionale pour les Chinois, et pour les Russes, comment faire avancer leur dossier ukrainien. Donc il y a la volonté de ces deux superpuissances de garder le maximum de contacts et de canaux avec les États-Unis pour éviter des débordements
dont on ne connaît pas les suites, qui sont totalement imprévisibles. Mm. Nous assistons clairement, Omar, à une nouvelle vague impérialiste, c'est-à-dire ouvertement. C'est une espèce de renaissance, même agonisante, mais une pratique impérialiste généralisée. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il n'y a pas d'anti-impérialiste clairement déclaré. Il y a comme une espèce de silence très bizarre et inquiétant. Oui, alors, Renaissance, je dirais pas. Moi, je dirais que c'est un peu les derniers soubresauts d'une bête blessée à mort. Mm. C'est la situation aujourd'hui de l'impérialisme, c'est celle vraiment d'une fin de cycle. On voit bien qu'ils n'ont plus le potentiel, j'allais dire moral, mais le potentiel économique, le potentiel stratégique pour maintenir leur domination. La Chine leur conteste, la Russie leur conteste, et de plus en plus de pays prennent leur distance en évitant, en essayant de ménager cet impérialisme finissant. Alors, il n'y a pas effectivement de camp anti-impérialiste aujourd'hui. La destruction de l'Union soviétique en 89 a mis un point final à ce camp opposé au libéralisme occidental. Nous sommes dans une sorte de situation de reconstruction, de recomposition. Et effectivement, ce qui est frappant, c'est le silence. Et le silence le plus insoutenable, le plus insupportable, le silence le plus bruyant, c'est celui des opinions internationales s'agissant de cette guerre. Moi, je suis extrêmement surpris du silence de toutes les organisations, les associations, les ONG anti-guerre à travers le monde. Je n'en connais pas beaucoup qui se lèvent aujourd'hui pour dénoncer cette abomination qui consiste à agresser un pays en plein milieu de négociations. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe, ce qui s'est passé à deux reprises d'ailleurs pour l'Iran. Alors oui, il y a une sorte de, comme je le disais au début, une sorte de stupeur. Les gens sont stupéfiés et, à mon avis, largement terrorisés par le peu de scrupules dans l'usage de la force que démontrent Trump et sa coterie. Il y a vraiment une grande prudence vis-à-vis des réactions éventuelles de Washington. Donc ça explique beaucoup de ce profil bas adopté par de très nombreux pays qui traditionnellement s'exprime plutôt de manière claire sur des positions de principe. Euh, J'observe avec regret le silence du BRICS, par exemple, sur l'agression dont a été victime l'Iran. Voilà. Ce qui montre bien ce que nous avons toujours dit, que le BRICS était une organisation hétéroclite qui avait surtout pour vocation d'assurer la fluidité d'échange en dehors des circuits occidentaux. Point. Et rien de plus. Donc on voit que le monde s'apprête à une recomposition. Et là-dedans, il faut admirer la position de résistance de l'Iran, car la résistance de l'Iran ne concerne pas seulement ce pays ou cette région. La résistance de l'Iran à l'agression impérialiste, c'est une résistance pour le compte de toute l'humanité. C'est une résistance qui n'est pas seulement pour le peuple iranien, pour le peuple palestinien, qui sont les premiers concernés par cette abomination impérialiste, mais pour tous les peuples, pas seulement musulmans, pas seulement arabes, pour tous les peuples du monde confrontés à cette hydre hyper violente qui s'appelle l'impérialisme américain. Si tu permets un commentaire, Omar, Ouais. sur l'opinion que tu as évoquée, l'opinion anesthésiée ou silencieuse, l'opinion mondiale, je crois que les émeutes qu'il y a eu en Iran en janvier, euh,
et le battage médiatique a travaillé l'opinion mondiale, où on a inventé des chiffres rocambolesques de morts, 30 000 morts, 50 000 morts en 48 heures, etc., faisant état d'une répression sauvage et tout de la part du régime contre les émeutiers, a fait en sorte que, comment te dire, insidieusement ou implicitement plutôt, euh, a donné un permis de tuer aux Américains et aux Israéliens. Ils ont tellement travaillé sur l'image du régime iranien que les gens, en général, acceptent le fait que le régime soit, soit détruit. Tu vois, Oui, c'est clair. comment peut-on admettre que des dirigeants politiques ou militaires d'un pays sont assassinés de façon aussi simple et que personne ne dise quoi que ce soit à ce sujet? Imaginons un dirigeant italien, autrichien ou je ne sais pas quoi, tué de cette façon, ça serait la fin du monde. Et là, on a tué des dizaines de dirigeants sans que personne ne bouge le petit doigt parce qu'ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal parce que c'est un régime, selon eux, selon le récit impérialiste, qui mérite ce qui lui arrive. Oui, non, c'est clair que ça, si tu veux, c'est ce que tu mets en évidence, c'est le formatage de l'opinion par les moyens de guerre psychologique de l'Occident, hein. Les médias occidentaux sont, on le sait, des médias aux mains d'une oligarchie largement influencée par les milieux d'affaires, par tous ces business d'extrême droite qui sont aujourd'hui en alliance d'ailleurs avec le sionisme. Ces médias sont d'une puissance colossale. Ils arrivent à vraiment former l'opinion, à manipuler les consciences. Je me souviens de cette sortie d'un dirigeant de la première chaîne française qui disait, mon métier, c'est de mettre du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Mm, Euh, je crois qu'aujourd'hui, le temps de cerveau disponible pour les idées les plus racistes, les plus étroites, les plus régressives, les plus réactionnaires, les plus obscurantistes, le temps de cerveau disponible, il est extrêmement bien géré. Et mm, donc, aujourd'hui, tu as une grande partie de l'opinion occidentale complètement sous sous l'influence, sous le joug de cette information très orientée. On peut leur faire croire que l'Iran a tué 40 000 ou 50 000 personnes en 2 jours, tout en minimisant le fait qu'Israël ait mis plus de presque 2 ans à en tuer 80 000 à Gaza, tout à fait. en utilisant des bombardiers et en utilisant des armes lourdes. Donc, on peut faire dire n'importe quoi et on peut faire admettre n'importe quoi aux opinions. Les opinions sont en général moutonnières, elles sont panurgiques, elles obéissent à leur pasteur, à leur berger. Mais il y a toujours eu, en dépit de ces masses serviles, asservies, abruties, il y a toujours eu quand même des minorités agissantes et qui s'élevaient contre la doxa dominante du capitalisme dans cette phase-là. Aujourd'hui, ces minorités agissantes, ces minorités actives composées d'intellectuels, d'activistes, de militants politiques, elles sont encerclées. On a bien vu, juste pour un exemple, les diabolisations dont sont victimes tous ceux qui ne pensent pas dans la ligne générale du système, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en Grande-Bretagne, par exemple sur la question palestinienne. Si tu déclares que tu soutiens la lutte légitime du peuple palestinien, tu peux être accusé d'apologie du terrorisme. Si, au contraire, tu exaltes ouais, écoute, c'est une parole comme une autre. Tu ne risques rien. Donc, on voit bien qu'il y a un encadrement et un pilotage autoritaire
de l'information et donc de la fabrication réellement d'une sorte de consensus imposé par le haut. Personne n'est surpris qu'on tue des chefs d'État, qu'on tue des dirigeants politiques. Le meurtre, l'assassinat, en tant que mode d'expression de la guerre, est devenu une chose absolument naturelle, ce qui est en contradiction totale avec tous les usages depuis des temps immémoriaux. Mm. Euh, cette banalisation du meurtre et de l'assassinat par les médias occidentaux est lourde de grands dangers. On a vu qu'on s'autorisait à tuer des gens au Liban, en Palestine, en Iran, mais aujourd'hui on voit bien par exemple que l'armée des États-Unis se permet de tuer des gens sur des bateaux dans les Caraïbes, dans des circonstances qui sont quasiment des crimes de guerre. Hein. Donc, je crois qu'il y a une sorte de banalisation de cette violence-là, qui est totalement relayée, soutenue, nourrie par des médias qui font considérer cela comme allant de soi. Voire applaudi. Oui, 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 il présente presque ça comme un chef-d'œuvre d'habileté et Mm. de maîtrise meurtrière. C'est le temps des mafias. Mm. Voilà, c'est comme les gens qui s'extasient sur les prouesses, entre guillemets, de Don Vito Corleone ou de Gambino, ou des grands chefs mafieux. Voilà. Donc, il y a une sorte d'effondrement moral Mm. de l'Occident. Et Ouais. c'est un effondrement moral qui est, on l'a bien vu, quand on sait que ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui, au nom de leurs valeurs proclamées, ont installé la Cour pénale internationale. Ce sont ceux-là même qui l'ont installée qui en contestent le recours quand il Mm. s'agit de l'un des leurs. Donc on est en permanence dans une sorte de double discours qui est réellement un abaissement moral. Mm. Alors, il y a aussi, dans cette guerre inédite sur plusieurs aspects, il y a la situation très peu enviable des monarchies du Golfe qui se retrouvent au centre de l'incendie. Il semble même que leur avenir, si cela continue comme ça, se trouve peut-être à risque. Beaucoup Oui. en parlent. Qu'en penses-tu? Oui, oui, ah bah, ces pétromonarchies qui sont, il faut jamais l'oublier, des créations de l'intelligence service reprises par l'impérialisme américain. Ces pétromonarchies ont une fonction fondamentale, celle d'être des chiens de garde de l'impérialisme. Mm. Et au cours de ce conflit, on a bien vu que ces gens-là jouaient totalement ce jeu en autorisant que l'Iran se fasse à partir de leur territoire, hein, à partir des bases américaines, ou même à partir de leur sol en général, contre l'Iran, que leur espace aérien soit utilisé par les aviations d'agresseurs pour aller attaquer l'Iran, que les bases aériennes soient utilisées par ces mêmes agresseurs pour se réapprovisionner et attaquer l'Iran. Tout ça en fait d'eux, non pas des partenaires passifs, mais de véritables co-belligérants. Et l'Iran a d'authentiques co-belligérants au sens du droit international. Quand Mm. vous autorisez quelqu'un à frapper quelqu'un d'autre à partir de votre territoire, vous êtes engagé dans une sorte de co-belligérance, Mm. incontestablement. Donc, ces pétromonarchies payent le prix de leur engagement aux côtés de l'impérialo-sionisme. Alors, effectivement, elles sont menacées. Si le champ de la guerre s'élargit, il est probable qu'elles seront le théâtre elles-mêmes, le théâtre physique de la confrontation. D'ailleurs, on a pu observer que la dernière menace de Donald Trump qui visait les centrales thermiques iraniennes a suscité une réaction très intéressante de Téhéran qui dit, bon, si vous nous tapez nos centrales thermiques, on en fera autant sur toutes celles qui sont à proximité, sur les pays hostiles, et nous détruirons également les usines de dessalement.
d'eau de mer. Or, Oui. quand on sait que des pays comme le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes et toutes ces principautés de troisième zone et l'Arabie saoudite, toutes ces pseudo-États dépendent pour leur approvisionnement en eau potable en minimum à 80%, au minimum à 80%. Pour les Émirats, ils disent 60-70% de ces usines de dessalement. Si ces usines sont détruites, mais ces États ne sont plus viables, ils n'existeront plus. Et toute la population va quitter ces régions pour aller ailleurs, puisqu'il n'y aura plus d'eau. Et réparer une centrale de dessalement, ça ne se fait pas en quelques semaines ni en quelques mois. Ça demande beaucoup de temps. Donc, ces pétromonarchies sont effectivement les premières victimes de leur propre illusion de leur propre croyance en la capacité américaine à les défendre. On a bien vu que la présence des bases américaines n'a pas servi à défendre ces pays, mais les a transformés en cibles. Au contraire, et que ces bases américaines n'ont en aucune façon, ou très marginalement, servi à les défendre des représailles iraniennes. Voilà. Donc, ces pétromonarchies, elles sont face à leur destin aujourd'hui. Soit elles s'autonomisent et elles se libèrent de l'emprise impérialiste et agissent comme des acteurs autonomes dans la région, un peu comme ce que fait Oman, très bien. Mhm. Ou alors, elle s'installe définitivement comme pion sur l'échiquier impérialiste, et dans ce cas-là, elle risque d'en payer le prix le plus élevé. Ouais. On va aborder, si tu veux, l'aspect économique. Bien évidemment, il y a des conséquences économiques de cette guerre qui risquent de plonger le monde dans Mm. une crise longue. Mm. Est-ce Oui. que cette crise annoncée peut faire réagir des puissances comme la Chine et la Russie pour mettre un terme à cette guerre? Oh, moi, je pense que c'est même pas les répercussions économiques, c'est les répercussions militaires qui Mhm. vont d'abord inciter les Russes et les Chinois à essayer de limiter cette guerre. Parce que tout le monde le sait, nous sommes à la veille d'un basculement. Soit on arrive rapidement à mettre un terme à ces affrontements et à trouver un équilibre, même précaire, même provisoire, à la situation actuelle, soit elle risque de s'élargir, de s'étendre. Mhm. Si les Émirats et l'Arabie saoudite entrent dans le conflit, ça risque de provoquer l'introduction des Houthis, et qui eux-mêmes vont non seulement porter des coups à Mhm. ces gens-là, mais également fermer Bab el-Mandeb. Et on va ainsi de fil dans une sorte de glissement progressif ou d'escalade progressive vers un élargissement incontrôlable de la guerre. Incontrôlable. Donc, et ça peut aller très loin, puisque on évoque depuis quelques jours, un peu sur différents tons, l'usage d'armes nucléaires. Mhm. Trump l'a dit. Il a quasiment dit que si les Iraniens attaquaient les usines de dessalement et les centrales thermiques, ce serait considéré comme l'utilisation d'une arme de destruction massive et qu'ils utiliseraient les leurs. Donc Mhm. on est, mais c'est le niveau de démence atteint par ce personnage est extraordinaire. Menacé, je ne crois pas que aucun autre pays au monde n'a menacé d'utiliser l'arme nucléaire dans le cadre d'un conflit. Donc là, on est effectivement, nous sommes à la veille d'un élargissement catastrophique de la guerre. Il faut espérer que cela n'ait pas lieu. Les Chinois et les Russes, je pense que la Chine est peu concernée par les manipulations sur le marché de l'énergie. Euh, ils ont un fournisseur structurel qui est la Russie, Mhm. qui peut parfaitement faire face au déficit éventuel causé
la fermeture de leurs sources alternatives d'approvisionnement. Donc pour eux, sur le plan économique, il n'y a pas grand-chose. Ceux qui risquent de souffrir le plus économiquement, ce sont les autres pays. Et on le voit bien, la hausse des prix du pétrole et de l'énergie en général, du gaz aussi, affecte tout un groupe de pays, d'Asie. On voit bien que les usines, par exemple, de fabrication d'engrais, sont à l'arrêt dans certains pays, notamment en Asie du Sud, hein. Mhm. Et voilà. Et donc là, effectivement, il risque de se passer des moments extrêmement difficiles. Ce qu'on peut noter en passant sur le plan économique, c'est que les déclarations de Trump sur la paix, la guerre, les avancées de négociation ou de non-négociation, parce que ce monsieur se contredit, se dédie, ment, raconte des histoires, mais en tous les cas, il intervient fréquemment et ce qu'il dit en tant que chef de la première puissance mondiale est évidemment pris en compte par tous les acteurs des marchés de commodités, des marchés financiers, etc. On voit bien que à chaque fois qu'il intervient, il y a des répercussions sur les prix du brut, sur les cours des valeurs des principales bourses. Et on se demande parfois s'il n'y a pas de manipulation de marché derrière les sorties du président des États-Unis. Donc, oui, il risque d'y avoir des répercussions considérables, non pas sur la Russie et la Chine, mais sur tous les autres pays qui dépendent des approvisionnements de la région en gaz et en pétrole. Et ces approvisionnements ne concernent pas seulement si vous voulez, quotidien des citoyens, mais concernent également, surtout, le parc industriel global. Et Mhm. là, effectivement, c'est une réaction en chaîne qui risque d'être extrêmement coûteuse et extrêmement douloureuse pour de nombreuses populations. Oui, justement, on va revenir on l'a dit avant, l'attaque contre l'Iran a mis le feu dans la région, ce qui était d'ailleurs attendu, déclaré, il n'y a pas de secret là-dedans. Alors on voit le Hezbollah au Liban donné comme vaincu, qui renaît de ses cendres. On voit les factions en Irak qui ont repris du poil de la bête. On voit Oui, oui. Ansarallah au Yémen qui annonce le retour dans le champ de bataille. Donc, c'est vraiment, l'incendie est pris, quoi. Ah oui, oui, incontestablement, il y a tous les ingrédients d'une sorte de bataille finale. D'ailleurs, les Iraniens l'ont dit, ils ont prévenu, ils ont refusé la guerre pendant longtemps en disant que si ils devaient entrer en guerre, il n'y aurait plus de ligne rouge. Mm. Ce serait la bataille finale. Et aujourd'hui, cette guerre-là, on voit bien que elle ne peut pas déboucher sur un statu quo instable. C'est ça. Il n'est pas question pour les Iraniens de se retrouver encore une fois sous les pressions, sous les sanctions, sous les bombardements et avec des interlocuteurs qui n'ont aucune parole. Ouais. Hein. Donc aujourd'hui, il faut que ça aille quelque part jusqu'au bout de cette logique. Ces gens ont voulu un affrontement que les Iraniens ont longtemps refusé. Aujourd'hui, les Iraniens sont face à un choix. S'ils se dédisent aujourd'hui de leurs engagements d'aller jusqu'au bout, Ils sont terminés. ils sont terminés. Ils connaîtront le sort de la Libye, Mm. c'est-à-dire le démantèlement, des risques de démantèlement de leur pays, des risques de souffrances atroces infligées à leur population. Et ils sont soit face à une alternative extrêmement claire, le démantèlement à la libyenne ou la victoire. Alors la victoire, il ne s'agit pas d'une victoire militaire, bien évidemment, mais en tous les cas, d'une non-défaite, voilà, Ouais. d'une capacité de résistance qui découragerait définitivement toute velléité de nouvelles agressions.
Voilà. Ouais. L'Iran a subi, depuis sa révolution de 1979, toutes les sanctions et toutes les pressions inimaginables. Inimaginables. Mm. Oui, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que la folie là, entraîne le monde jusqu'à cette guerre, même si on l'avait prévu. Mais bon, on pensait que la raison finirait par l'emporter. Tel n'a pas été le cas. Donc, toutes les sanctions, ce pays a établi et a assuré à tous qu'il ne voulait pas d'armes nucléaires, que sa doctrine religieuse, entre guillemets, lui interdisait d'avoir recours à des armes de destruction massive, mais personne ne l'a cru. En tous les cas, les Occidentaux ne l'ont pas cru, et continuent à étrangler un pays de 90 millions d'habitants. C'est pas un petit État de fantoche, hein, c'est pas un émirat. Voilà, c'est une nation ancienne et nombreuse et extrêmement consciente de son identité culturelle, de son apport civilisationnel. C'est pas, voilà. Donc il y a aujourd'hui cette incertitude sur le développement du conflit. Mhm, effectivement. Je vais revenir un petit peu en arrière. Tu l'as dit tout à l'heure, le constat est de plus en plus limpide. Les Américains maltraitent tout le monde, y Oui. compris les alliés qui sont dans un état de paralysie politique et diplomatique absolue. Donc, beaucoup de pays, l'écrasante majorité des pays sont restés silencieux, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais en ce qui nous concerne, on a adopté également une position inhabituelle de l'Algérie face à ce conflit. Oui, bon alors l'Algérie, il faut dire, hein, il faut le dire vite, c'est un peu désolant pour des Algériens de le dire, hein, mais l'Algérie ne pèse plus d'aucun poids sur la scène internationale depuis longtemps. L'Algérie n'a plus de voix. Bon, on peut le comprendre quand on voit un peu la qualité extrêmement discutable des gens qui sont censés représenter ce pays. L'Algérie ne pèse plus. L'Algérie est, à mon avis, le régime est totalement terrifié par les Américains. On a bien vu dans cette affaire du Sahara occidental la position extrêmement prudente des Algériens, ce qui est tout à fait inhabituel, effectivement. Et ce tentative de rapprochement avec Washington, mon avis, se confirme par cette déclaration tout à fait surprenante de soutien aux pays arabes soi-disant victimes d'une agression iranienne, ce qui est c'est quand même très déplorable, très très triste quand on a un peu le souvenir des positions de principe qu'avait adopté ce pays tout au long des années 70 et 80, et quand on voit cette régression aujourd'hui au point où on commence à nier l'évidence. Je vous signale que quand l'Irak a agressé l'Iran dans les années 80, l'Algérie a été le seul pays arabe à dire nous sommes en désaccord avec l'Irak. Parce que même si l'Irak est un pays arabe et l'Iran n'est pas un pays arabe, il y a quand même un agresseur et un agressé. Là, dans le cas qui nous concerne, l'agressé, c'est bien l'Iran, et le complice actif des agresseurs, c'est bien ces soi-disant États arabes. Voilà. Donc que l'Algérie, plutôt que de se taire quand on n'a rien à dire de noble, d'efficace, d'utile, plutôt que de se taire, a préféré émettre ce regrettable communiqué, c'est tout à fait triste. Mais bon, la position d'abandon ou de réalignement de l'Algérie n'est pas nouvelle, encore une fois. Moi, je pense qu'elle date du début des années 90, quand l'Algérie a accepté de signer les accords de stand-by avec le FMI. Clairement, il y a une réorientation stratégique de ce pays. Alors, on me dira, oui, mais il continue d'acheter des armes à la Russie, il continue d'acheter des armes à la Chine. Oui, heureusement d'ailleurs qu'il y reste encore ça pour essayer de ménager un, un- un résidu, un reliquat de non-alignement. Mais aujourd'hui, on voit bien que
sans aucune hésitation, l'Algérie a plié bagage et a renoncé à sa ligne politique traditionnelle. Euh, pour conclure, Omar, on ne on peut pas analyser ces événements et cette guerre sans parler de la guerre médiatique massive menée par l'Occident global, qui révèle un effondrement, tu le disais, plutôt moral et éthique tout à fait remarquable. Moi, j'aimerais citer, juste pour illustrer, j'aimerais citer un petit exemple du journal français Le Monde. Alors, ce journal, il y a quelques jours, il fait parler un écrivain libanais qui s'appelle Sharif Majdalani, donc qui est publié en France chez Gallimard, la maison bien connue de Gallimard. Mm. D'accord. Donc, ce dernier raconte au journal français que le Liban, je le cite, hein, se trouve bel et bien entraîné à son corps défendant dans de nouvelles calamités. Il dit, il précise, la colère est immense contre le suicide évident d'un parti qui entraîne le Liban avec lui. Faisant, donc en disant ça, il fait du Hezbollah le coupable des bombardements et des massacres de l'entité sioniste. Alors, en même temps, c'est-à-dire pendant ce temps, il y a eu au Liban un manifeste signé par 500 intellectuels, écrivains, professeurs d'universités, etc., qui appellent à la résistance contre l'envahisseur israélien. Et cet appel, ce manifeste, a été totalement occulté par ces mêmes médias qui applaudissent l'œuvre des Américains et des Israéliens contre le Liban. C'était juste pour, si tu as un commentaire là-dessus, c'est un exemple Ah, moi, concret. ouais. Moi, je n'ai qu'un seul commentaire à faire. D'abord, je vais te faire une confidence, un aveu. Je n'ai pas ouvert un journal français, parisien, ni allumé une télé française, ni une radio française, y compris France Culture, depuis de très nombreuses années. Ça fait très longtemps. Pour des raisons d'hygiène mentale, je pense que, il est inutile de s'abreuver à cette source-là. Elle est empoisonnée. Voilà. C'est une presse qui est orientée dans le sens des intérêts, de la défense des intérêts occidentaux, impérialistes. Il n'y a rien absolument rien à attendre d'objectif. Ce sont des folliculaires aux ordres. On le voit bien à chaque fois qu'il y a une manifestation quelconque. On voit très bien que c'est une information orientée, structurée autour d'un programme politique, autour d'une orientation idéologique très claire et qu'il n'est inutile de... Donc, moi, personnellement, je ne lis plus depuis très 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 longtemps ces gens-là. Mais c'est un peu, ce sont des organes de propagande. Évidemment, ils vont pas défendre l'autonomie et la souveraineté du Liban. Ils vont défendre un Liban asservi à l'Occident, un Liban soumis, un Liban comme celui qu'il rêvait dans les années 50 de la Suisse du Moyen-Orient, qu'importent les conditions politiques, sociales et stratégiques de la région. Et ils sont pour un Liban asservi, soumis à Israël. Et ça, c'est clair et net. Et ces gens-là sont les porte-paroles, les porte-voix, plus ou moins maquillés, plus ou moins déguisés, mais de plus en plus évidemment reconnaissables, d'une doxa impérialiste, réactionnaire, arabophobe, pro-sioniste et clairement engagée dans cette bataille contre les peuples du Sud. C'est clair et net.
Il n'y a aucune illusion à faire sur la diversité de ces médias-là. Ils marchent tous sur la même musique, quoi. Ils défilent tous sur la même musique. Très bien, merci Omar pour cette Merci conclusion. à vous, merci à toi, merci à tous les amis. C'est Et une situation dangereuse, c'est une situation incertaine, mais il faut rester optimiste face à une réalité qui est extrêmement inquiétante, où on voit cette dérive absolument inédite d'une administration américaine qui est dirigée par comme une sorte de nef des fous, par des gens qui disent une chose et son contraire dans la même phrase. Par des gens qui assument leur racisme, qui assument une arrogance extraordinaire face à un monde qu'ils considèrent comme une arrière-cour sans importance. Donc il faut rester calme, courageux et espérer que cette guerre s'achève vite, rapidement, avec le moins de morts, le moins de blessés, le moins de souffrances possible, et que la raison l'emporte sur cette volonté de dominer le monde. Voilà. merci, merci, on l'espère. Alors, on se verra certainement dans pas longtemps pour continuer à essayer de comprendre ce qui se passe. Merci à tous nos auditeurs.